Ce que je voudrais, puisque on m'avait demandé l'an passé de parler du bilan, on a très peu de temps, je me proposais quand même de parler un peu du bilan, parce que je sais que ça correspond à une attente. Bon, le bilan, c'est un tableau. Donc, dans le bilan, il y a deux parties. Vous avez la partie gauche qu'on appelle l'actif et la partie droite, c'est le passif. Alors, dans l'actif, en principe, on va mettre tous les biens dont la société est propriétaire. Donc, vous pouvez mettre des parts de société, des contrats de capitalisation, vous pouvez mettre de l'or, des métaux précieux, tout ce qui est valorisable. Donc, il y a un classement. Donc, alors c'est un classement comptable. Alors, le bilan, ce que je dis, c'est valable à la fois pour une société patrimoniale ou pour une société d'exercice libéral ou pour une société européenne. Donc, la première partie, c'est les immobilisations. Donc, dans les immobilisations, vous avez trois catégories. Vous avez les immobilisations incorporelles. Alors, dans les immobilisations corporelles, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, si vous êtes en CELARL, vous pouvez avoir le fonds libéral. Si vous êtes une société patrimoniale qui a reçu des usufruits temporaires, vous avez la valeur de vos usufruits temporaires, voilà. Ensuite, vous avez les immobilisations corporelles. Bon, dans une société patrimoniale, il n'y en a quasiment pas. Hein. Éventuellement, vous pouvez mettre votre Porsche. Vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas acheté une Porsche avec votre holding? Vous voyez, vous n'avez pas... Bon, vous êtes discret, mais effectivement, rien ne vous empêche de faire acheter votre Porsche par votre holding, mais ça vous coûtera cher, parce que le fisc n'aime pas les voitures de tourisme, le bilan. Immobilisation corporelle, donc si vous êtes chirurgien dentiste, vous avez tout, votre fauteuil, tout ça. Ensuite, vous avez les immobilisations financières. Dans les immobilisations financières, vous pouvez avoir tout ou partie des investissements faits par votre société. Ça peut être des parts de SCPI, des prêts que vous faites à votre société de votre groupe. Et donc, voilà le classement. Ensuite, vous avez après ce qu'on appelle l'actif circulant. Donc, dans l'actif circulant, vous avez des stocks. Alors, effectivement, vous avez des stocks. Alors, les stocks, si vous êtes chirurgien dentiste, ça peut être si vous faites des implants, vous avez vos stocks d'implants, etc. Vous pouvez avoir des fournitures. Bon, toujours pareil, dans une société patrimoniale, en principe, il n'y a pas beaucoup de stocks, mais bon. Ouais. Ensuite, vous avez des créances.
puis, vous avez la trésorerie. Voilà. Voilà, disons, comment sont classés les actifs. Donc, en principe, les actifs sont classés par ordre de liquidité croissante. La logique du classement, c'est que vous démarrez du moins liquide et vous terminez avec du liquide à 100%, qui est la trésorerie. Voilà un peu l'actif. C'est peut-être un peu bref, mais il faut bien commencer par le commencement. Le passif, si vous voulez, eh bien, ça explique comment est financé. Bon, l'actif, c'est ce que la société possède. Donc voilà. Donc, et ensuite, dans le passif, on va vous dire comment l'actif est financé. Donc, la première ligne, c'est le capital. Capital, c'est les apports faits par les associés à l'origine. Et donc, là aussi, on nous l'a expliqué, les apports des associés fondateurs ne sont pas uniquement faits en capital, puisque le capital, en principe, c'est de l'argent que, plus ou moins, vous vous abstenez de récupérer. Ensuite, ce capital va être augmenté des bénéfices non distribués. Bon, on appelle ça de réserve. Bon, on a vu que les sociétés patrimoniales n'étaient pas faites pour distribuer. Enfin, si on peut distribuer, mais ça représente peu d'intérêt, c'est des outils de capitalisation. Bon, vous pouvez aller faire de la capitalisation dans un contrat d'assurance vie, mais tout compte fait, vous ne savez pas ce qu'on va vous mettre dedans. Tandis que si vous capitalisez dans votre propre micro-holding, vous mettez ce que vous avez intérêt, ce que vous estimez bien de faire. Ensuite, vous avez le bénéfice. Alors, il peut être positif ou négatif. Et donc, le sous-total, c'est les capitaux propres. Le reste, c'est les dettes. Donc, en principe, dans une société patrimoniale, il n'y a pas ou très peu de dettes. Donc, dans les dettes, il y a des emprunts bancaires. Bon, je ne sais pas pourquoi pas, mais enfin, c'est pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle le compte courant d'associés. Donc, le compte courant d'associés, ça mesure l'apport fait par les fondateurs et les associés, mais contrairement à l'apport du capital où implicitement ils renoncent de récupérer l'argent, quand un associé ou un fondateur apporte de l'argent en compte courant d'associés, c'est qu'il se réserve l'idée de le récupérer plus tard sans rien payer. Donc, les comptes courants d'associés, et puis après, bon, vous avez les fournisseurs. Voilà. Voilà comment schématiquement se présente un bilan. Donc, à l'actif, on a une description par ordre de liquidité croissante des biens qui sont détenus par la société. Alors, ça peut être une CELAR, ça peut être une micro-holding, ça peut être n'importe quoi. Évidemment, selon la nature de la société, les postes ne vont pas être pareils. Si vous voulez. Bon, si vous êtes profession médicale et que vos clients vous paient cash, le client sera 0. Si vous êtes vétérinaire ou géomètre, souvent vous avez dans un poste client 6 mois de chiffre d'affaires. C'est pas la même chose. Et le passif, qui est toujours à droite, vous donne l'explication d'où vient l'argent qui a permis à financer les actifs. Donc, capital. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une société patrimoniale, le capital peut être symbolique. C'est uniquement le ticket d'entrée pour un statut. Ensuite,
par définition, si vous optez pour un fonctionnement sur le principe de capitalisation, vous prenez plus ou moins l'option implicite ou explicite de ne pas distribuer systématiquement les résultats. Ça veut dire que les résultats non distribués s'ajoutent au capital, c'est-à-dire aux apports faits à la création de la société. Et donc on appelle ça en général les réserves. Et tous les ans, vous avez le résultat de l'exercice, c'est-à-dire le bénéfice, qui est soit positif ou négatif, puisque, bon, en principe, dans une société patrimoniale, si, vous pouvez avoir des mauvaises années, hein. Donc, mais on a dit que c'est moins grave parce qu'on compense tout, donc on s'en sort mieux que autrement, hein. Bon, dans une société professionnelle, bon, en principe, il devrait toujours y avoir un bénéfice, hein. Sous total, c'est les capitaux propres. Le complément, c'est des dettes. Alors, exceptionnellement, vous pouvez avoir un emprunt bancaire, pourquoi pas. Certainement, dans une micro-holding patrimoniale, les fondateurs n'ont pas intérêt à mettre la totalité de leur apport en capital, ils ont intérêt de le ventiler entre capital et compte courant d'associés, puisqu'on nous l'a bien expliqué, que c'était quand même plus intéressant de récupérer son compte courant d'associé que de faire un retrait partiel, par exemple, sur un contrat d'assurance vie, puisque le retrait du compte courant d'associé, ça n'entraîne pas de fiscalité. Et puis vous avez quelques fournisseurs, après ça dépend, hein, l'activité. Donc, de façon schématique et très sommaire, je vous ai décortiqué le contenu d'un bilan. Bon, est-ce que vous avez des questions soit sur le bilan proprement dit, ou soit sur les thèmes que nous avons abordés ce matin, sachant que cet après-midi et demain matin, on va plus ou moins recouper un certain nombre de notions, si vous voulez. Et donc, ceux qui ont des regrets et qui veulent poser des questions, vous avez des séances de rattrapage pour poser vos questions. Il était bien entendu que là, on fonctionne sous forme de créance, dette-créance. C'est plus du tout le BNC. Disons que le BNC, c'est une caricature. C'est une caricature. Pour moi, la seule comptabilité qui soit valable, c'est une comptabilité d'engagement. Et comme vous le dites, une comptabilité d'engagement qu'on appelle parfois comptabilité commerciale, c'est aussi une comptabilité dette-créance. Ça, c'est pour moi une comptabilité recette-dépense, c'est une caricature d'ailleurs. Voilà. Donc je tiens à vous dire à ce propos, c'est que pendant très longtemps, la comptabilité publique, c'était une comptabilité recette-dépense, et les résultats ne sont pas fameux, et progressivement, l'État est en train de mettre en place, mais ça ne va pas se faire rapidement, une comptabilité d'engagement, parce que si vous voulez, ça n'a pas de sens, une comptabilité recette-dépense. Donc pour moi, la seule et vraie comptabilité, c'est une comptabilité d'engagement qu'on appelle parfois comptabilité commerciale, ou aussi comptabilité dette-créance, parce que normalement, on est dans le plus proche de la réalité pour moi. Oui. Moi j'ai une question par rapport à la CELAR. Pourquoi quand on fait un achat professionnel, vous insistez sur le fait qu'on l'achète par prêt et pas par leasing? Oui, alors c'est une bonne question. Alors je vais vous dire, c'est que la CELAR, c'est une entreprise qui rentre dans la catégorie des PME. Et que depuis 2007 ou 2008, où la souscription au capital de PME pouvait vous donner des avantages, notamment des réductions d'impôts ou des réductions d'ISF, je me suis trouvé devant des CELARL qui avaient un capital plus ou moins important, actif zéro. C'était tout financé par leasing. Conclusion, je ne pouvais pas justifier du point de vue économique une augmentation de capital qui indirectement permettait à mon client de bénéficier des réductions soit d'impôts sur le revenu ou soit d'ISF, parce qu'on finançait quoi? Il n'y avait rien à financer, donc faire une augmentation de capital pour financer des comptes à terme ou des SICAV de trésorerie, moi, le fisc pourrait venir nous voir et dire, écoutez, vous nous payez de notre tête,
vous avez fait une augmentation de capital qui a permis au docteur Maria d'avoir une exonération d'impôts ou exonération d'ISF, mais en réalité, ça n'a rien de professionnel. Vous financez des comptes à terme ou des SICAV. Donc, pour permettre, donc dès que j'ai su que la plupart de mes clients qui avaient des CELARL pouvaient bénéficier des avantages pour la souscription au capital de PME, encore fallait-il que leur bilan représente situation. Donc si vous financez tout par leasing, eh ben, je n'avais aucune raison sérieuse de vous proposer d'augmenter votre capital pour bénéficier. Tandis que si vous achetiez les mêmes choses et que vous les financiez par un crédit, je pouvais dire aux impôts, mais attendez, le docteur Maria, il a financé un fauteuil qui lui coûte 100 000 €, donc c'est normal que j'augmente le capital, et puis indirectement, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Alors, j'ai tenu le discours à tout le monde, sachant que certains n'auront pas forcément, disons, l'occasion de bénéficier d'une réduction soit d'impôt ou d'ISF, mais voilà la raison de ce conseil que j'ai donné. La société de leasing, donc, elle, est propriétaire du matériel, n'est-ce pas? Oui. Donc, eux, les dirigeants, se distribuent des dividendes, quasiment la totalité. Non, mais si vous voulez, la société de leasing, c'est souvent une filiale d'une banque, si vous voulez. Donc, si vous voulez, à l'extrême limite, la banque, elle veut gagner une marge, qu'elle prenne sa marge dans le cadre d'un contrat de leasing ou dans un cas d'un crédit classique, ils s'en foutent. Ils veulent faire de la marge. Donc, actuellement, on peut dire que le coût du crédit, que ce soit du crédit classique ou du leasing, est quasiment le même, si vous voulez. Donc voilà, donc si vous voulez, au niveau du coût, c'est à peu près la même chose, sauf que pour moi, si j'ai une CELAR où j'ai zéro d'actifs, comment voulez-vous que je justifie au fisc si on me pose la question, mais vous augmentez le capital, ça sert à quoi? Vous n'avez rien à financer. Alors, en plus, dans les professions médicales, il y a très peu de stock, les clients, plus ou moins mécontents, donc si vous voulez, j'ai cette augmentation de capital, je vais la retrouver sur un compte à terme ou dans des SICAV trésorerie. Donc, on ne peut pas, honnêtement, prétendre à un avantage fiscal pour avoir des comptes à terme ou des SICAV de trésorerie. Pour moi, c'est pas sérieux. Donc, les redevances cliniques sont à quel endroit? Alors, les redevances cliniques sont des frais. Ce sont des frais. Alors c'est vrai que l'an passé j'avais traité le compte à terme parce que ça intrigue le compte courant d'associé, pardon, parce que ça intrigue beaucoup de mes clients. Cette année je parle du bilan parce que ça intrigue beaucoup de mes clients, parce que par définition dans une comptabilité BNC vous n'avez ni bilan ni compte courant d'associé. Par contre, je ne pense pas qu'il soit utile de traiter le compte de résultat, parce que le compte de résultat d'une société à l'IS, tout compte fait, c'est plus ou moins la même chose que la 2035 que tous les BNC ont connue. Donc les redevances que vous payez dans la clinique, ce sont des frais généraux qui si vous êtes en BNC, il y a une ligne à 2035, si vous êtes en CELAR à l'IS, vous avez un numéro de compte. Donc grosso modo, le compte de résultat d'une société à l'IS est très proche d'une 2035 BNC. Voilà. Il est où le compte de résultat là? Ah mais là, j'ai pas traité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas traité le compte de résultat. Il se greffe quelque part? Non. Ah mais le compte de résultat, la synthèse du compte de résultat, vous l'avez ici. Si vous voulez, la synthèse du compte de résultat, c'est le bénéfice. Donc effectivement, l'impact sur le bilan du compte de résultat, qui plus ou moins ressemble à 2035, vous avez le résultat net, c'est le bénéfice. Voilà, c'est comme ça que on intègre le résultat de l'activité dans un bilan, c'est sous la ligne bénéfice. C'est ça, ça s'intègre là, à ce niveau-là. Juste une précision, comme toi je ne connais pas tout. Le RAPA, capitaux propres, donc c'est capital plus réserve plus bénéfice, c'est ça? Oui, ça c'est une notion que... C'est capitaux propres. Alors c'est vrai que
Bon, c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, j'ai des clients qui ont commencé leur carrière avec des BNC. Avec l'habitude, ils connaissent très bien comment est constituée la 2035. Le compte de résultat, c'est quasiment la même chose avec quelques reclassements. Par contre, c'est vrai que c'est pour vous, c'est une nouveauté. Parce que c'est vrai que la comptabilité d'engagement, c'est-à-dire créances et dettes, c'est un concept qui est différent recettes-dépenses. Ça, c'est un concept nouveau. Donc ça, c'est une difficulté pour vous approprier. Et puis après, on a le bilan avec un actif et un passif, si vous voulez. Et là, c'est vrai que dans la comptabilité BNC, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Donc, comme ça n'apparaît pas, personne ne s'en préoccupe. Et c'est pour ça que l'an passé, j'avais traité à votre demande, enfin, pas forcément des gens qui sont là, j'avais traité du compte courant d'associés, parce que c'est un concept qui est nouveau pour vous et que parfois vous avez du mal à vous approprier. C'est-à-dire que souvent la confusion, la CELARL a un compte bancaire. Bon, donc son compte bancaire entre dans la trésorerie. Tandis que le compte courant d'associés, c'est une dette, si vous voulez, puisque je vous ai expliqué que le fondateur, lorsqu'il fait son apport, il a le choix. Soit il le met dans ce capital, et en principe, c'est qu'il renonce de le récupérer avant très longtemps, soit il a l'arrière-pensée de pouvoir récupérer son argent sans que ça lui coûte des sommes importantes, et à ce moment-là, il le met dans un compte courant d'associé. Bon, c'est clair que si vous avez une créance ici, importante et que vous avez une trésorerie de 0, vous ne pouvez pas la récupérer parce que votre société est illiquide. Donc là, vous pouvez récupérer votre créance qui est matérialisée par votre compte courant d'associé au passif, pour autant qu'à l'actif, il y ait des liquidités. Parce que si vous voulez, si vous avez une créance de 200 000 euros et qu'à l'actif, trésorerie 0, ben oui, vous avez une créance, mais elle n'est pas liquide. C'est-à-dire que pour pouvoir la récupérer, il faut d'abord que l'actif vous permette de récupérer votre créance. Le capital est bien une dette. Le capital, c'est une dette, si vous voulez. Simplement, c'est une dette à une échéance quasiment illimitée, et c'est uniquement à la dissolution de la société que les associés, qui ne sont pas forcément ceux à la création, quand tout le monde est payé, ils se partagent entre eux ce qui reste. Mais disons, quand tout le monde est payé, il y a aussi l'État qui prend sa part. Mais oui. Ah oui, il faut... Il y a un paradoxe quand même, c'est que dans le passif, on met le bénéfice. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout le monde. Alors, si vous voulez, on met dans le passif, on met le résultat au passif, dans la mesure où il est positif, c'est-à-dire c'est un bénéfice. Pourquoi? Parce que ça devient une ressource. Puisque je vous ai dit, l'actif, c'est la description des biens ou des valeurs dont la société est propriétaire. Le passif, c'est la description comment ça a été financé. C'est clair que si au bout d'un exercice, une société dégage un bénéfice de 200 000 euros, donc c'est une ressource. Et donc, on va retrouver dans les différents postes d'actifs de la contrepartie, si vous voulez. Et c'est pour ça que le bénéfice est au passif, parce que c'est une ressource. Et ce bénéfice, après, les associés ont le choix. Soit ils n'ont pas besoin d'argent, ils le mettent en réserve, ou en report à nouveau, soit ils ont besoin d'argent et ils en distribuent tout ou partie sous forme de dividendes. Mais à ce moment-là, vous savez qu'il y a la fiscalité des dividendes, et à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je distribue ou je ne distribue pas? Voilà. Le bénéfice non distribué se retrouve dans l'actif à quel endroit? Non, il se retrouve au niveau des réserves. Mais si vous voulez, actuellement, supposez que vous avez dans votre société, vous avez des actifs de 1 million d'euros. Bon, vous avez le passif est égal à 1 million d'euros.
dans votre hypothèse, on dit j'ai un bénéfice de 200 000. Bon, pourquoi pas? Plus 200 000. Bon. Si vous voulez, chaque poste du passif n'est pas adossé à un poste de l'actif, si vous voulez. Voilà. Il n'y a pas de... Si on ne le distribue pas, c'est dans la trésorerie. Voilà. À terme, oui, ça se trouve dans la trésorerie. D'ailleurs, s'il y a un bénéfice, il n'y a pas de trésorerie, il faut se poser des questions, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais donc, d'un côté, à l'actif, vous avez la description du patrimoine de votre société. Au passif, vous avez l'explication d'où vient l'argent ou comment ce patrimoine a été financé, mais il n'y a pas d'affectation ligne par ligne, si vous voulez. C'est global. C'est global. Le compte courant d'associé passe à l'actif plus Alors, si vous voulez, quand le compte courant d'associé est l'actif, c'est des choses qui peuvent se produire, mais ce n'est pas prévu pour ça. Une société n'est pas faite pour prêter de l'argent à ses associés. Donc, on est dans une situation marginale qu'il convient de réparer, parce qu'une société n'est jamais faite pour prêter de l'argent à ses associés. Ça, c'est clair. Hein. Donc, en principe, accidentellement, un compte courant peut être temporairement débiteur, mais à terme, voilà, il faut être très clair, une société, c'est pas fait pour prêter de l'argent à ses associés. Donc, ça ne peut être que accidentel ou temporaire. Et d'ailleurs, fiscalement, c'est sanctionné, puisque si le fisc s'aperçoit qu'il y a un compte courant d'associé débiteur, lui considère que c'est une distribution occulte de bénéfices. Donc, si vous voulez, il ne fait pas de la dentelle. Comment? C'est ce qu'on appelle la balance de trésorerie. Non, si vous voulez, non, la trésorerie, c'est vraiment ce qu'il y a sur les comptes en banque ouverts au nom de la société. Donc, vous pouvez avoir différents comptes, vous pouvez avoir des comptes à terme, vous pouvez avoir des valeurs mobilières de placement, etc. C'est vraiment la trésorerie. Mais les comptes bancaires sont sociétés. C'est pas, même si vous avez 100% des parts de la société, les comptes, c'est au nom de la société. Voilà, je crois que nous avons commencé. Donc, je vous remercie de votre attention.